Depuis la nuit des temps, les Alpes dressent une barrière de roches et de glace en plein cœur de l'Europe. En automne, les conditions météorologiques y connaissent de brusques variations. Il faut être fou pour oser traverser ce désert aux sentiers caillouteux avec des éléphants où s'appelait Hannibal, le légendaire général de l'Antiquité. Mais pouvons-nous croire cette légende qui parle d'éléphants, de cavaliers et d'une armée gigantesque? La légende d'un héros de l'Antiquité qui, à l'âge de 28 ans, conjure les dieux de le protéger, lui et ses hommes, dans ce dangereux périple. Qui était donc cet Hannibal Barca dont l'histoire fascine encore 2000 ans après sa mort? Enfant, il a vécu l'occupation de Carthage par les mercenaires. Voir sa ville natale ainsi menacée a sans doute été un grand traumatisme. Il ne fallait pas que cela se reproduise à aucun prix. Et il a dû se jurer qu'en cas de guerre, les combats auraient lieu loin de Carthage, de préférence chez l'ennemi lui-même. Pour reconstituer sa pensée, on ne peut qu'assembler des bribes de connaissances. Aucun texte, ni sépulture, ni portrait d'Hannibal ne sont parvenus jusqu'à nous. C'est sur le terrain et avec les techniques modernes que l'historien Pedro Barcelo veut essayer de décrypter sa pensée. Que s'est-il passé en Méditerranée alors sous le contrôle des marins de Carthage, la ville natale d'Hannibal? Et qu'est-ce qui l'a poussé à défier la grande puissance romaine avec des éléphants en déclenchant la première guerre mondiale de l'histoire? Comment en savoir plus sur ce combat de David contre Goliath alors que les Romains en ont détruit tous les témoignages? Hannibal représente pour moi le citoyen idéal qui, sans être, disons, pour l'absolu, il est pour la coopération et l'entente. C'est un idéal du vivre ensemble en Méditerranée et ensemble aujourd'hui alors. Tous les documents qui se trouvaient à Carthage ont été distribués au peuple romain pour faire du feu. À quel point la détermination d'Hannibal a-t-elle donc déstabilisé les Romains pour qu'ils cherchent à en éliminer toute trace? Pedro Barcelo, historien et biographe d'Hannibal, a rendez-vous à la préfecture de police de Barcelone. Avec l'aide d'experts de la police, il va reconstituer le visage du glorieux Carthaginois. Nous essayons de dresser un portrait en fonction de notre imagination, de l'idée qu'on se fait d'Hannibal. Mais ce n'est qu'une image, une représentation. Comment pouvait donc être le plus illustre des Carthaginois que beaucoup comparent à Alexandre le Grand dans ses stratégies audacieuses? C'est l'un des personnages les plus emblématiques de l'Antiquité, mais le problème, c'est que nous ne savons pas comment il était. La seule description dont nous disposons provient d'un texte de Tite-Live, qui le dépeint comme un homme robuste, un grand guerrier au teint basané et âgé de 26 ou 27 ans. On suppose aussi qu'il s'habillait à la mode hellénique, qu'il portait une barbe courte et avait les cheveux bruns. Les experts extraient d'une base de données les particularités ethniques qui peuvent avoir caractérisé Hannibal. Le portrait qui se dessine sera-t-il plus juste que les multiples statues supposées représenter le Carthaginois? En Afrique du Nord, on continue de lire sur les visages l'histoire des civilisations qui ont dominé la Méditerranée pendant près de 1000 ans dans un brassage cosmopolite des différents peuples. L'histoire d'Hannibal commence en l'an 247 avant Jésus-Christ dans ce port qui est alors le plus grand port militaire et commercial du sud de la Méditerranée. Toutes les routes maritimes entre l'Égypte et l'Espagne ou Athènes et Marseille passent par ici. Lorsque Hannibal naît, le petit comptoir commercial est devenu une métropole fortifiée qui vient de perdre ses possessions dans l'île voisine de Sicile au profit des Romains avides de conquête. Des Romains qui mettront plus tard tout en œuvre pour détruire Carthage au point qu'elle restera près de 2000 ans ensevelie sous ses ruines.
Il a fallu attendre les fouilles d'une équipe internationale d'archéologues dans les faubourgs de Tunis pour faire ressurgir les vestiges de la ville antique. C'est Hannibal, sans doute, qui a été à l'origine de ces constructions rapides pour loger un accroissement démographique après la guerre. Après la guerre, il y a des problèmes de logement, et là, ils ont désaffecté la colline où il y avait des ateliers de forgerons. Ils ont enlevé, ils vont dégager les forgerons, les fondeurs, et ont installé les maisons, ici. La maison est bien conservée. Sur le sol de la salle de bain, il ne manque aucun morceau de la mosaïque. Les pièces, relativement petites, avaient des murs enduits de crépi. Une famille avec 2 enfants avait ici suffisamment de place. Cette gouttière recueillait l'eau de pluie tombée sur le toit pour la conduire dans une citerne où l'on pourrait encore puiser de l'eau aujourd'hui. Les réserves du musée du Bardo à Tunis donnent la mesure de la richesse culturelle de l'ancienne Carthage. Il n'y a qu'une trentaine d'années que les vestiges de la ville détruite par les Romains ont été mis au jour. Une ville d'artisans et de commerçants. Les lampes type punique, c'est très simple, mais on a d'autres types de lampes avec beaucoup plus sophistiquées. C'est comme ça, donc la vie quotidienne du Punique au temps d'Hannibal, c'est fait surtout à base de céramique, de verre. Donc il y avait un artisanat très très important. Ces cruches, avec lesquelles les Carthaginois faisaient leurs courses, sont restées enfouies 2000 ans sous 8 mètres de décombres. Donc c'est un vase en terre cuite pour des bébés, donc. Et, donc il est forme très ronde, qui plaît aux enfants, donc elle n'est pas une forme rude. Et c'est quelque chose de très bien fait. C'est sûr qu'Hannibal a dû, son jeune âge, utiliser, a été certainement nourri avec ce type de boulot. Lorsque Hannibal voit le jour en 247 avant notre ère, Carthage vient de perdre la première guerre punique contre Rome. Basée dans ce célèbre port militaire de forme ronde, la flotte carthaginoise a pourtant la réputation d'être invincible. Les Carthaginois ont mis au point une technique de construction inédite. En quelques semaines, ils peuvent mettre sur pied des centaines de navires de guerre en assemblant des éléments préfabriqués et numérotés. Jusqu'à 300 soldats peuvent y prendre place. Mais avant la bataille décisive au large des côtes italiennes, les Romains qui disposent d'importants moyens ont renforcé leur armement et copié la technique de construction des Carthaginois. À la grande surprise de tous les peuples de Méditerranée, la bataille est remportée par les Romains, un peuple de paysans. Le père d'Hannibal doit se charger en personne de faire s'aborder tous les navires de guerre puniques et remblayer le port militaire. Quand Hannibal a presque 10 ans, la flotte de guerre n'a plus de port de mouillage depuis longtemps. Les vestiges des immenses hangars à bateaux ont été mis au jour il y a quelques années. Le fils de la riche famille des Barca venait peut-être y jouer. Malgré les lourdes réparations à payer aux Romains, les marchés de Carthage restent richement approvisionnés. Le climat de la région lui assure les meilleures récoltes de tout le bassin méditerranéen. En tant que fils du commandant en chef des armées, Hannibal a accès à toutes les richesses de la culture gréco-carthaginoise. C'est-à-dire qu'il aime bien s'amuser, il aime bien faire des petites choses. L'affaire des éléphants, il savait très bien que c'était l'affaire pour que les éléphants ne pouvaient pas arriver à faire la guerre en Italie, mais c'était une manière de surprendre la population gauloise qui n'ont jamais vu d'éléphants et que par conséquent c'est une manière aussi de les impressionner, de les perturber et évidemment faire des choses extraordinaires. Et tout chez Hannibal relevait un petit peu de l'extraordinaire.
Les artisans affluent de tout le bassin méditerranéen dans la ville la plus grande et la plus puissante du monde, qui compte alors plusieurs centaines de milliers d'habitants. Façonnage du métal, céramique, fabrication du verre, teinture, cette civilisation ouverte à toutes les influences a contribué à la prospérité de la cité. La diversité de ces influences peut-elle transparaître sur un visage 2000 ans plus tard? C'est un Phénicien, il a un phénotype sémite. Mais il peut avoir du sang grec, comme c'est souvent le cas dans l'aristocratie carthaginoise. L'assemblage de milliers de signes distinctifs dresse le portrait d'un jeune homme résolu au regard particulièrement perçant. Doit-on y voir un élément du charisme qui distinguait sans aucun doute Hannibal? Les spécialistes sont satisfaits. Voilà le visage qu'il pouvait avoir à 28 ans quand il traverse les Alpes. La reconstitution de la personnalité d'Hannibal commence à Cadix, un port espagnol de la côte atlantique près de la frontière portugaise. C'est ici qu'il a passé le début de son adolescence. Cadix était un carrefour multiculturel du monde antique. Pedro Barcelo et son collègue archéologue Arturo Oliver se situent géographiquement à l'aide d'une photo satellite. Dans leur journal de bord, ils notent « Poste avancé du monde antique, peu de traces concrètes ». La digue naturelle de Cadix est censée avoir abrité 2 lieux de culte, l'un profane, voué à la prostitution, et l'autre religieux, consacré à Melkart. La ville portuaire reste toujours ouverte sur le monde. Mais pour trouver la trace de la civilisation carthaginoise, il faut aller au musée. Beaucoup trop de peuples sont passés par Cadix. Le conservateur sort sa plus belle pièce d'une vitrine. Une statuette de style égyptien représentant le dieu Melkart. Melkart, ou Héraclès pour les Grecs, était vénéré par de nombreux peuples. Conscient de l'importance de ce culte, Hannibal s'en servit habilement. Mais y croyait-il lui-même? Au cours de notre entretien avec le conservateur, nous lui demandons si cette statuette se trouvait déjà dans le temple quand Hannibal était enfant. Hannibal peut-il avoir vu une statuette comme celle-là? Oui, c'est tout à fait possible. Le temple a possédé ce genre de statue pendant des siècles. Quand l'opisthodome, c'est-à-dire l'endroit où l'on entreposait le trésor, était plein, on le vidait de ses offrandes. Mais on ne les détruisait pas. Ce dieu était censé protéger les marins et assurer la prospérité du commerce. Le plus grand sanctuaire consacré à Melkart se trouvait sur une petite île au large de Cadix. Avant de partir en campagne contre Rome, Hannibal s'y rend encore une fois, exprès pour demander la bénédiction du dieu. Atteindre l'île exige beaucoup de courage. Il faut franchir les colonnes d'Hercule, 2 énormes rochers qui marquent alors la fin du monde connu. On dit que par ruse, les Carthaginois ont propagé à dessein ce mythe pour dissuader toute concurrence importune venue de l'Atlantique. Toujours est-il qu'à l'âge de 10 ans, Hannibal passe le détroit de Gibraltar à bord du navire de son père. Les soldats, aussi bien que leur commandant en chef, espèrent redorer le blason de Carthage avec les richesses de l'Espagne. Après tout, ce sont les Carthaginois qui ont apporté l'écriture à ce peuple encore illettré. Ils ont aussi frappé des pièces d'argent pour leurs mercenaires afin qu'ils aient un moyen d'échange au cours de leur voyage. Le symbole du cheval ailé signale à tout un chacun que la teneur en argent de cette pièce est garantie par les Carthaginois. Les voyageurs peuvent ainsi se déplacer avec peu de bagages
même là où l'économie de troc prédomine. Mais ces marins ne se doutent pas encore qu'ils vont devoir déployer toutes leurs ressources pour traverser des cols enneigés. Les éléphants d'Hannibal marchant dans la neige est l'un des plus fabuleux épisodes de l'histoire de l'Europe. Mais a-t-il vraiment pu se produire? Somalie et Mozambique, deux éléphantes d'Afrique, vont participer à une expérience. Des yaks les attendent dans un alpage. Ils sont très proches des bœufs d'il y a 2000 ans. Hannibal devait en emmener des troupeaux entiers. Comment s'entendent-ils avec des éléphants? Est-il possible qu'ils aient traversé les montagnes côte à côte? Curieusement, les animaux gèrent très bien les rapports de force. Et finalement, les éléphantes se sentent ici comme chez eux. Pedro Barcelo et Arturo Oliver se font une idée d'ensemble de la région minière du Rio Tinto. Ce sont les mines d'argent qui ont attiré le père d'Hannibal en Espagne. Sur l'image satellite, on distingue clairement ce qui était jadis la plus grande zone minière du monde, à 150 km au nord de Cadix. Certains de ces gisements étaient encore en exploitation il y a peu de temps. Pendant près de 3000 ans, on a extrait ici tous les métaux que le monde antique savait travailler. Argent et or, mais aussi étain, plomb, cuivre et fer. Hannibal a certainement fait plusieurs fois 4 jours de route pour venir ici de Cadix en compagnie de son père. Car ces mines étaient la clé d'une indépendance durable pour Carthage. Ce site produisait d'immenses quantités de minéraux et d'argent. Le volume de production était extraordinaire, à tel point que certaines mines, pas précisément celle-ci, mais celle de Bebelo, fournissaient à Hannibal plusieurs dizaines de kilos d'argent par jour. Les mines sont exploitées par les Ibères qui vendent le métal brut aux Carthaginois. Mais c'est le commerce de cette matière première qui génère les véritables bénéfices. En quelques années, Carthage règle sa dette de guerre envers Rome. On dit qu'il lui a fallu 27 tonnes de métal précieux, plusieurs fois le montant du budget de l'État romain. Ces bijoux en or ornaient autrefois la toilette des Carthaginoises de Cadix. Cette pièce d'argent à l'effigie d'Héraclès a probablement appartenu à un soldat. De telles richesses suscitent la convoitise. La guerre entre Carthage et Rome tient évidemment à une volonté politique de domination et de suprématie. Mais derrière cette volonté politique, il y a des raisons économiques. Et l'objectif est très clair, prendre le contrôle de la production minière hispanique. Sur 600 km de long, la route de l'argent desservait d'autres mines tout au long de la côte est de la péninsule ibérique. En quelques années, Hamilcar, le père d'Hannibal, aidé de son gendre Hasdrubal, fait du sud de l'Espagne une zone de commerce sûre. Il lui faut ensuite établir une tête de pont à l'est, le port de Carthagène. Bâti autour d'un port naturel, Carthadasht surgit de terre en l'espace de quelques années, à l'abri de remparts de plusieurs kilomètres de long et de 11 mètres de haut. Les vestiges de cet édifice n'ont été découverts que très récemment.
Les espaces vides entre les murs servaient d'habitation, d'entrepôt ou de poste pour les corps de garde. On en tire parti au lieu de les combler. En revanche, en situation d'urgence, en cas d'attaque, d'éboulement ou de fragilité de la muraille par exemple, les Carthaginois les comblent de pierre pour renforcer l'enceinte. Ces remparts sont le seul édifice de l'époque d'Hannibal qui subsiste encore en Europe. Hasdrubal, son beau-frère, baptise la cité Carthagène du nom de sa ville natale, Carthage. Hannibal a 16 ans lorsqu'on construit ses murs. À la mort de son beau-frère, il en devient le nouveau propriétaire et s'en sert pour ses préparatifs de guerre. Nous savons qu'Hannibal s'est servi de Carthagène comme base militaire. D'importantes réserves y étaient conservées, des armes et des vivres. Et on peut imaginer que dans ces casemates, ici à l'intérieur des remparts, on entreposait des armes, des provisions peut-être, du fourrage et toutes sortes de choses. Carthagène était un entrepôt central, une base logistique pour toute la campagne militaire. Et je pense que dans ce contexte, les remparts ont joué un rôle important. Le conflit entre Romains et Carthaginois trouve aujourd'hui encore un écho dans un festival de reconstitution qui a lieu tous les ans. La naissance de Carthagène scandalise les Romains. Ils redoutent certainement que Carthage retrouve sa puissance économique et politique. Hannibal n'accepte pas la suprématie arrogante de Rome. L'arsenal militaire des Carthaginois comprend à l'époque des éléphants. Ils les font venir des savanes africaines et en font également le commerce. Ces énormes pachydermes sont extrêmement difficiles à diriger. Pour y parvenir, il faut des années de dressage. Dresseur d'éléphants originaire de Suisse, Wendel Huber travaille avec Somalie et Mozambique depuis plus de 16 ans. Pour le voyage, chacune d'entre elles avait besoin de son propre cornac. Pour sa campagne militaire, Hannibal, lui, avait certainement emmené des remplaçants afin que ces animaux ne s'échappent pas. D'autant que la vue de la nourriture les détourne facilement du droit chemin. Tant qu'on est dans la vallée avec l'herbe et les branchages, ça va être difficile. Elle ne pense qu'à manger. À droite, à gauche, en haut, en bas, il y a quelque chose à manger partout. Pedro Barcelo recherche le fleuve frontière que les Carthaginois ne devaient pas franchir sur interdiction des Romains. Hasdrubal avait dû accepter ce traité, même s'il n'y avait pas de Romains sur place. Il ne faut pas se laisser dérouter par le fait que la plupart des fleuves de la côte est de l'Espagne sont aujourd'hui à sec. Dans l'Antiquité, l'eau y coulait abondamment et ils avaient évidemment un tout autre aspect. À la mort de son beau-frère Hasdrubal, Hannibal, âgé de 25 ans, prend en charge les intérêts ibériques de Carthage. Excellent cavalier, polyglotte, il connaît aussi bien les ruses de guerre que la diplomatie. Son rêve est de mettre fin à l'expansion de Rome qui menace Carthage, sa ville natale. Il dispose pour cela d'assez d'argent et de soldats. Pedro Barcelo et Arturo Oliver marchent sur les traces d'Hannibal jusqu'à Deta, à 200 km au nord. Réduite en cendres par les Romains, cette cité était florissante à l'époque. Les tessons de poterie gisent çà et là depuis 2000 ans. Le village de Deta abritait des artisans, des agriculteurs et des aristocrates ibères. Il y avait même des centres de culte. Au cours de fouilles, on y a découvert l'un des plus beaux exemples de l'art ibérique. Les alliés ibériques d'Hannibal vivent confortablement des terres fertiles de la plaine jusqu'au jour où la cité grecque voisine de Sagonte s'allie à Rome.
La discorde provoque l'entrée en scène d'Hannibal. C'est probablement derrière ces murs qu'il élabore les plans de l'attaque de Sagonte. Pedro Barcelo a découvert qu'Hannibal a pris le fils du roi de Deta en otage. Une méthode courante à l'époque pour sceller un pacte de défense commune. Les prises d'otages faisaient partie du répertoire normal des affaires politiques. Sur le principe, elles annoncent la signature d'un accord. Pour s'assurer qu'il soit bien respecté, on prend en otage des enfants de notables, des parties prenantes au traité. Hannibal n'a pas le choix. Il doit soutenir les Détaniens contre Sagonte afin de saper l'influence des Romains. Sagonte n'est qu'à 25 km. C'est à la fois une ville fortifiée et un port. Lorsque Hannibal arrive sur cette colline à la tête d'une armée de plusieurs dizaines de milliers de soldats, il ne se doute pas que le siège va durer presque 9 mois. Pedro Barcelo et Arturo Oliver sont catégoriques. Hannibal a beau avoir assemblé une armée imposante pour une guerre de siège, il manque d'expérience et de matériel. On ne sait pas exactement de quelles armes il dispose, mais il a forcément des chevaux et des frondes. Hannibal est pressé. Il redoute l'arrivée de navires romains. Mais grâce à leur supériorité matérielle, les soldats de Sagonte repoussent le combat au corps à corps. Ils jouent la montre. Selon certaines légendes, Hannibal aurait même eu le temps d'avoir un enfant avec la fille d'un prince ibérique. Après ces longs mois de siège, les habitants de Sagonte sont torturés par la faim et la soif. Mais Rome est à 1000 km de là, et l'aide espérée n'arrive pas. L'assaut de la colline est un carnage sanglant, au cours duquel Hannibal lui-même est blessé. Sa persévérance et ses talents de meneur d'hommes ont cependant triomphé. Enfin parvenu au sommet de Sagonte, Hannibal est certainement conscient que la guerre contre Rome est inéluctable. Dans la phase finale des combats, chaque famille défendait sa vie, car les habitants de Sagonte savaient qu'ils n'avaient aucune grâce à attendre. La bataille se termine par un massacre. La plupart des hommes sont tués et les femmes et les enfants emmenés en esclavage. L'armée s'empare de la ville. Hannibal a voulu faire un exemple pour montrer aux autres villes ibériques que les alliés de Rome n'ont pas d'aide à espérer d'elle. Seules les cités alliées avec lui sont en sécurité. Vous êtes tous prêts? L'habileté stratégique et tactique d'Hannibal continue d'inspirer les militaires aujourd'hui. Après la chute de Sagonte en 219 avant Jésus-Christ, ses troupes retournent à Carthagène pour reprendre des forces. C'est bon pour tout le monde? Plus de 100 000 hommes, issus de 28 peuples différents, se préparent pour une mission que seul Hannibal et ses plus proches conseillers connaissent. En tant que soldats de métier, ils ont l'habitude de ne pas poser de questions et sont prêts à tout pour assurer leur survie. En échange de quoi, ils sont bien payés. La seule armure de cette époque a été découverte dans la tombe d'un officier carthaginois et n'a certainement jamais été portée au combat. La tête de Méduse était censée pétrifier l'ennemi de son regard maléfique. On ne saura jamais si l'officier qui la portait croyait en son effet. Aujourd'hui comme hier, les mouvements de troupes sont un véritable défi pour les officiers.
par rapport à ce qui pouvait exister du temps d'Hannibal. On a quand même, vous le savez, un petit peu évolué en normes de confort et aujourd'hui, même les militaires, quand ils doivent durer 4 mois, 6 mois, voire plus longtemps, installent des installations pour leur confort. Il faut un minimum de confort, en tout cas. Les équipements de pointe dont dispose Hannibal sont des éléphants qui servent de chars d'assaut, des frondes maniées par des soldats de Majorque et une cavalerie prompte à l'attaque. Les chevaux devaient être soigneusement entraînés. Savoir faire demi-tour en un clin d'œil était une question de survie en plein combat. Des 4 coins d'Espagne, on fait venir d'immenses troupeaux de bœufs, de chevaux et de moutons. Ils vont servir à la fois de moyens de transport, de nourriture et de matières premières pour la confection de vêtements chauds dans les montagnes. Hannibal peut être particulièrement fier de son service secret, le premier que connaisse l'histoire. Ses agents utilisent par exemple la scytale, ou bâton de Plutarque, pour crypter des messages destinés aux alliés d'Italie du Nord. Inscrits en travers d'une lanière de cuir, les signes ne révèlent leur sens que si on enroule cette lanière autour d'un bâton de même diamètre que celui qui a servi au codage. Grâce à des informateurs infiltrés jusque dans les hautes sphères du pouvoir romain, Hannibal est au courant de tout. Hannibal savait pertinemment que les Romains avaient des moyens nettement supérieurs. Il savait aussi pertinemment qu'il ne pouvait pas vaincre Rome, et encore moins l'anéantir. Mais il voulait affaiblir suffisamment les Romains pour qu'ils reviennent à la table des négociations et concluent avec lui un traité attribuant à Carthage des avantages en Espagne, et peut-être même en Sicile et en Sardaigne. Avec l'arrogance des grandes puissances, Rome déclare hors la loi celui qui ose la défier. En réponse, il répand des histoires terrifiantes sur son armée d'éléphants en faisant habilement allusion à la légende d'Héraclès que tout le monde connaît en Méditerranée. Elle raconte que le demi-dieu a volé aux géants guérillons tout un troupeau de taureaux sauvages et qu'il leur a fait traverser les Alpes lui-même. Hannibal veut surpasser l'exploit du prodigieux Héraclès. C'est le message qu'il fait passer à ses alliés potentiels et qui se propage comme une traînée de poudre. Pour Hannibal, les bœufs ne sont sans doute qu'une simple réserve de nourriture. Les éléphants, en revanche, sont un élément capital de sa propagande de guerre, mais leur nourriture poserait problème lors de la traversée des Alpes. Un éléphant a besoin de 80 kg de foin par jour, soit 4 bottes. C'est précisément ce que peut porter un bœuf. S'ils sont suffisamment nourris, les pachydermes peuvent parcourir de longues distances et bien supporter le froid. Mes 2 éléphants sont en Europe depuis 18 ans. Ils ont eu le temps de s'acclimater. En Afrique, il fait très chaud dans la journée. Et la nuit, les températures tombent parfois au-dessous de 0. Ils se sont aussi habitués à ça. Il faut seulement qu'ils se réchauffent dans la journée. Ici, c'est exactement pareil. Je peux les emmener dans la neige, à la glace, mais pas toute la journée. Sinon, ils vont mourir de froid. Pour les animaux, il n'y avait donc pas de problème. Mais comment préparer les soldats à la rigueur des conditions météorologiques des Alpes? L'expérience montre qu'en plus de l'équipement qu'ils transportent, les soldats se servent largement des matières premières animales. Il suffit juste d'emmener suffisamment de chèvres, de moutons et de bœufs.
Pendant les longs mois de marche, on peut en tirer facilement soi-même de la laine, des fourrures et du cuir pour confectionner des vêtements. Pas forcément confortable, mais pratique. On pouvait tout fabriquer très rapidement. Avec les peaux de bête, on avait tout ce qu'il fallait sous la main. On pouvait tailler des lanières de cuir et se faire des protections en les attachant avec des bandes de tissu autour des jambes et des pieds. Oui, c'est extrêmement compliqué d'enfiler tout ça. Ça devait prendre un temps fou. Le casque est plus confortable qu'il en a l'air, mais le plastron est trop rigide. Quand je m'accroupis, je ne peux pas descendre plus bas. Il remonte dans le dos et pousse le casque qui me tombe sur les yeux. Il y a au moins 3 mois de marche à effectuer pour atteindre le premier grand obstacle avant les Alpes, la vallée du Rhône. Le gigantesque convoi de 100 000 hommes, et de bien plus d'animaux encore, a dû traverser le fleuve à cet endroit. Hannibal sait que des troupes romaines sont stationnées à Marseille, à seulement 2 jours de marche d'ici. Oseront-elles intervenir? Des îles facilitent la traversée du fleuve. En amont, des manœuvres de diversion sont menées pour tenir les Gaulois hostiles à distance. Lors de la traversée d'un fleuve, la règle numéro 1, c'est la vigilance, aujourd'hui comme jadis. 1500 soldats de l'armée française montrent la marche à suivre. La tête de pont, l'endroit où l'on traverse le fleuve, est extrêmement exposée. L'ennemi peut être caché partout. La tactique d'Hannibal est toujours d'actualité. À partir du QG, le général n'envoie que des petits groupes d'hommes vers le fleuve, les autres restent à couvert. Bravo 8 Zulu, avez-vous commencé mouvement vers la coupure? Des semaines durant, les soldats d'Hannibal construisent des radeaux tandis que des canots surveillent la rive opposée. Reste la partie la plus délicate. Les radeaux sont mis à l'eau puis amarrés ensemble. Les soldats à bord des radeaux sont naturellement les plus exposés. Mais Hannibal sait motiver et diriger ses troupes. Il est toujours auprès de ses hommes dans les situations périlleuses. Lors d'une telle manœuvre, ce sont moins les soldats que les animaux qui posent problème. Et surtout les éléphants que le balancement d'un pont panique totalement. De nos jours, on utilise des glissières de sécurité pour que les camions ne tombent pas à l'eau. Hannibal, lui, doit recouvrir ses radeaux avec de l'herbe et de la nourriture pour que les éléphants ne s'enfuient pas. La réussite de la manœuvre avait dû demander des années d'entraînement. Je pense qu'Hannibal, en période préparatoire de son franchissement, a entraîné ses cornacs et puis ses éléphants à s'habituer à l'eau. Et je ne suis pas un grand spécialiste de la façon dont Hannibal a procédé, mais je pense que c'est la bonne solution. Il s'agit de préparer ces troupes, quelles qu'elles soient, que ce soit des blindés, que ce soit des pontonniers ou que ce soit des éléphants avec les cornacs. Je pense que, comme pour toute action, il faut s'entraîner, se préparer pour enlever l'appréhension et pour obtenir la meilleure efficacité. En dépit de toutes ces précautions, il est probable que des hommes et des animaux aient trouvé la mort lors de la traversée. Mais selon le récit de l'écrivain romain Tite-Live, les 37 éléphants ont tous atteint la rive opposée. Entre le Rhône et l'Italie, il y a 300 km à parcourir en passant par des défilés étroits et des cols de haute altitude.
L'avant-garde d'Hannibal a dû atteindre les premiers cols à la fin de l'automne. Les variations de temps et le vent ralentissent alors la progression. Il n'y a pas de route, quelques sentiers étroits tout au plus. Par mesure de précaution, Hannibal a sans doute prévu des itinéraires de secours. Il ne peut pas prendre le risque d'immobiliser sa colonne longue de presque 100 km. Pour assurer l'approvisionnement de ses troupes en Italie, il lui faut organiser une logistique avec des points de repos et de ravitaillement. Des sympathisants celtes semblent l'avoir aidé dans cette tâche. À 2000 mètres d'altitude, dans les Hautes-Alpes, des chercheurs assemblent un convoi de bœufs, de chèvres, de chevaux et d'éléphants. Ils veulent faire eux-mêmes l'expérience de marcher en convoi avec l'équipement d'un soldat carthaginois. 2222 ans très exactement après le périple d'Hannibal, on se demande toujours si cette aventure est possible. Tous ces hommes et tous ces animaux si différents les uns des autres peuvent-ils se supporter? Et comment atteindre un but commun dans des conditions aussi difficiles? Pour faire ça, il faut être fermement convaincu de sa mission. Hannibal savait sans doute qu'il traversait des régions dans lesquelles sa marge de manœuvre était très réduite, notamment à cause des animaux. D'un autre côté, il ne pouvait pas non plus les abandonner. Sous cet angle, c'est une entreprise insensée. Une fois lancé, il ne pouvait plus faire demi-tour. À chaque pas, la difficulté augmente. Les éléphants ouvrent naturellement la marche et rythment la cadence. La route qui traverse le col ne fait que 40 km. Quelques jours de marche si la météo est bonne. Hannibal a longtemps caché sa destination finale à ses hommes. Ils ne l'auraient peut-être pas suivi. Mais à présent, ils ne peuvent rien faire que continuer d'avancer. Il ne lui reste plus qu'à franchir le dernier col et mener ses troupes en Italie du Nord. C'est un spectacle impressionnant. On imagine facilement que les populations locales n'ont pas dû en revenir de voir de tels animaux dans cette région. Ils ont dû faire sensation. Aujourd'hui encore, on reste bouche bée de voir ces bêtes ici. On se sent minuscule à côté d'elles. Et à l'époque, cette impression a dû être 100 fois plus forte. Tout un détachement de soldats spécialisés ouvre la marche. Parmi eux, des forgerons. Ils ont pour tâche de dégager les passages impraticables pour les animaux. Avec des pics et des coins en métal, ils réussissent même à briser de gros rochers. On pense qu'Hannibal a aussi employé une autre technique qui consiste à arroser de vinaigre des morceaux de bois enfoncés dans la roche pour la faire éclater. Il faut s'imaginer ces hommes d'une autre culture qui arrivent dans une région totalement inconnue et cherchent un passage. C'est difficile de trouver un chemin qui convienne aux animaux. Ils ont peu de provisions et doivent vivre de ce qu'ils trouvent en cours de route. Et derrière eux, ils laissent non seulement le crottin des animaux, mais aussi de très précieux vestiges. Une équipe bien menée peut relever les défis les plus grands. Les tribus de montagnards hostiles qui craignent pour leurs provisions et espèrent les bonnes grâces de Rome en sont un exemple. Ils profitent de leur connaissance du terrain pour tendre une embuscade à ce si long convoi. Les principales victimes de ces attaques sont surtout les animaux
qui se jette dans le précipice sous le coup de la panique. Dans la montagne, la nature sauvage réserve elle aussi des surprises. Les éléphantes refusent de traverser un petit ruisseau. Dès qu'elles ne voient plus où elles posent le pied, Mozambique, la femelle dominante, s'arrête net. Un éléphant moins bien dressé aurait sans doute fait demi-tour en écrasant tout sur son passage. Mais après quelques tentatives, l'éléphante reprend confiance et suit son cornac. Avec sa trompe, elle s'assure qu'il n'y a pas d'obstacle sur son chemin. Près du pont, il y avait un passage très étroit et ça descendait un peu. C'est seulement lorsque son soigneur est passé devant elle qu'elle a repris confiance. Elle ne voulait pas avancer seule. Quant à Somalie, elle suit la femelle dominante. Une fois qu'on connaît les animaux, on sait comment ça marche. Évidemment, il n'y a aucune garantie. Quand ça lui paraît trop dangereux, la femelle dominante n'avance pas. Pour survivre, une armée composée de dizaines de milliers d'hommes et d'animaux a besoin de bons artisans. Hannibal a des dizaines de forgerons à ses côtés. Pour la reconstitution, on ne se sert, comme à l'époque, que des matériaux emportés ou ramassés en cours de route, tels le bois, le cuir ou l'argile. Grâce aux arbres, on peut produire du charbon de bois à tout moment. Avec tous ces outils, un forgeron transporte déjà 25 kg de matériel. Toutes les pièces métalliques qui servaient à maintenir des éléments de bois sur les chariots, par exemple, finissaient par céder et il fallait en forger de nouvelles. C'est le cas pour les clous, les ferrures et les fers, même si on ne sait pas exactement s'ils ferraient leurs chevaux. Mais si c'était le cas, sur des sentiers caillouteux comme on en trouve ici, les chevaux ou les ânes usent leur fer en l'espace de 2 semaines. Jusqu'à présent, on n'a jamais retrouvé de restes de fer de cette époque. À l'air libre, la rouille ronge totalement le métal en quelques années. L'armée d'Hannibal est composée uniquement de soldats de métier payés avec des pièces d'argent. Le sceau carthaginois dont elles sont frappées garantit leur teneur en argent. Le trésor qu'Hannibal transporte avec lui est si important que l'Empire romain connut après la guerre une inflation qui entraîna une réforme monétaire. Comme Hannibal cherche avant tout à se faire des alliés contre Rome, ses troupes doivent éviter les pillages, contrairement aux usages. Ce qui motive les troupes, c'est la perspective du butin. Une fois une ville conquise, le butin récolté est réparti. Un trésorier se charge de le faire de façon équitable. Chacun doit être récompensé en fonction de son grade. Voici une pièce de 12 drachmes. Nous ne savons pas exactement combien les mercenaires d'Hannibal étaient payés. Mais à cette époque, un soldat recevait grosso modo 2 drachmes par jour. C'est-à-dire qu'avec cette pièce de 12 drachmes, on pouvait payer 6 jours de solde d'un soldat. Les pentes deviennent plus escarpées et la température baisse. Heureusement, le soleil est encore là. Doucement, mais très adroitement, les éléphantes gravissent la montagne. Elles ne s'intéressent pas à ce qui se passe derrière elles. Elles tiennent la cadence des heures durant, tandis que tous les autres doivent s'arrêter régulièrement. Allez. L'Italie s'étend devant Hannibal et ses hommes. C'est une promesse de territoire et de butin. Ils reprennent courage. C'est la fin d'une longue marche. Et pourtant, ce n'est que le début de la guerre. Une guerre qui commence véritablement maintenant.
Les préliminaires sont achevés. Ils entrent dorénavant dans le vif du sujet, la guerre et les combats sanglants. Il leur reste encore des cols à franchir. En automne, la météo peut changer en l'espace de quelques heures à haute altitude. Derrière les sommets, la plaine du Pô paraît déjà toute proche. Sur les derniers kilomètres, la traversée des Alpes manque pourtant d'échouer. Une brusque percée de l'hiver rend les sentiers lisses et glissants. Hannibal perd presque la moitié de ses hommes, et pourtant il remportera toutes les batailles contre les Romains. Mais il ne parvient pas à réaliser son grand projet politique, ramener Rome dans la communauté des pays méditerranéens. L'échec d'Hannibal est dû à la démesure du rapport de force. Rome était trop grande, trop puissante pour être assujettie. Il s'est fixé une tâche qui n'était pas réalisable. Il a vu trop grand, il a failli. Et c'est précisément cela qui fascine chez Hannibal. Il est resté dans les mémoires, même s'il a échoué. Tandis que les soldats se débattent encore dans la neige, on annonce déjà l'arrivée de son armée à travers l'Italie. Mais il arrive sans ses éléphants. Pour des raisons obscures, ils se sont tout simplement arrêtés. Seuls 2 des pachydermes semblent avoir atteint la plaine du Pô. Qui aurait pu imaginer que 2000 ans plus tard, on raconterait encore l'histoire de la traversée des Alpes d'Hannibal ?